et notamment lorsqu'on a vu à propos de la ratification du traité de Lisbonne, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même une déchirure assez majeure sur cette question, lorsqu'on voit quand même des querelles assez importantes, avec des désaccords qui ont l'air quand même d'être assez prononcés, et justement, est-ce que vous ne pensez pas que c'est qu'il y a une certaine incohérence? Vous-même, vous citez le chiffre de 75%, ce qui est important, mais justement les 25% de députés et de sénateurs socialistes restants, donc qui auraient voté non, est-ce que justement il n'y a pas un problème majeur justement par rapport à cette question-là? Mais ça a toujours existé. Voilà. Il y a toujours eu au Parti Socialiste une majorité, alors autour de 70%, de gens qui étaient favorables à tous les traités les uns après les autres, et une minorité, entre 25 et 30%, qui était contre. Alors ça a pris des figures diverses, ça a été, j'ai connu Chevènement, comme ça, mais Mitterrand, et puis après Jospin, après lui, pour citer les dirigeants que moi j'ai connus de près, ils ont tranché, ils ont pris la responsabilité. Mitterrand, avant d'être président de la République, a mis son mandat de premier secrétaire en jeu sur la question européenne. Et il a fait face à ses amis proches, puisque les contestataires, parmi les contestataires, il y avait Pierre Jox. Vous voyez, il est quand même un de ses fidèles. Il a dit, moi je ne transigerai pas avec ça. Ça a réglé le problème. Il y a eu une majorité et une minorité. On aurait dû faire comme ça se passe à droite, assumer la diversité. Monsieur Dupont-Aignan, vous l'avez entendu, il n'est vraiment pas d'accord avec Monsieur Sarkozy. Pas seulement sur l'Europe. À partir du moment où on assume les différences, les choses se passent beaucoup mieux. Et moi, ce que je reproche aux dirigeants de mon parti, c'est de ne pas avoir dit, maintenant, on n'en fait pas un drame. On est pour, on écoute le traité, on vote et puis c'est terminé. Au lieu d'essayer de noyer le poisson. Voilà. Donc je vous garantis que dans les échéances à venir, moi je serai pour la clarté là-dessus. Hein, voilà. Et, parce qu'en plus il y a une majorité, alors c'est net chaque fois. Alors, sur le référendum peut-être, puisque vous avez évoqué, qu'est-ce que je pense sur le référendum? J'ai été la seule ministre de François Mitterrand au moment de Maastricht à lui dire, puisqu'il a consulté tous ses ministres, il faut que vous fassiez un référendum. Bon. Justement pour provoquer le débat le plus large possible. Je pensais que le traité qui faisait un saut fédéral sans précédent et sans équivalent depuis, en créant la monnaie unique et la Banque centrale, une institution fédérale pure, je pensais que c'était absolument indispensable. Ça s'est fait, mais j'ai gardé la leçon. François Mitterrand a gagné ce référendum, malgré les difficultés de politique intérieure dans lesquelles il était, de justesse, parce qu'il était contesté sur le plan intérieur, et que finalement il n'a gagné que parce qu'il avait une image d'Européen en béton que n'avait pas Jacques Chirac. Donc j'ai toujours considéré que c'était une erreur fondamentale des dirigeants de notre parti politique que d'avoir demandé un référendum à un président de la République qui était de l'autre côté de l'échiquier politique. Parce que le référendum, quand on maîtrise les choses, ça va. Quand on s'adresse à un responsable politique de l'autre bord, quand il fait un référendum, s'il le perd, c'est notre faute à nous. S'il le gagne, c'est son succès à lui. En plus, alors là, autant le référendum se justifiait sur le projet de traité constitutionnel, j'avoue que sur le traité de Lisbonne, franchement, la ratification parlementaire ne me choque pas, ça n'est plus une constitution. Là, le Parlement, c'est aussi la démocratie, et je ne comprends pas que l'on dénigre comme ça, nos institutions. Voilà. Alors maintenant, on peut avoir un débat sur le référendum. Pardon, madame? Eh bien, peut-être. Mais madame, alors laissez-moi terminer mon raisonnement. Si nous avions gagné l'élection présidentielle, nous aurions fait un référendum. Et nous l'aurions gagné. Comment? Bien conscience que, sincèrement, il y a une grande partie
de la population qui voit dans la politique un luxe. Moi, personnellement, je suis très engagée et je trouve ça profondément choquant en tant que citoyenne de 27 ans que le traité ait été ratifié par voie parlementaire. Sincèrement, c'est profondément... écoutez, je regrette, moi je sais pas... Mais moi, je vous ai donné mes raisons et je pense en plus que c'est une profonde erreur que de demander ça à... On aurait, dans le non-référendum sur le projet de traité constitutionnel, moi, vous savez, j'ai fait 60 réunions en 2 mois. Qu'est-ce que j'ai entendu dans des auditoires qui étaient majoritairement à gauche? Je ne veux pas voter une 2e fois pour Jacques Chirac. Voilà. Non mais c'est peut-être certains citoyens comme qui n'ont pas conscience vraiment de ce qu'ils font. Mais... Attendez, moi je vous renvoie, je ne veux pas là-dessus polémiquer, mais je vous renvoie à un très beau texte de Victor Hugo, vous êtes à Sciences Po, relisez le très beau texte de Victor Hugo sur le suffrage universel dans un discours au Sénat de mémoire de 1851 ou 40, je sais pas, on trouverait. Dans les écrits politiques de Victor Hugo, vous avez un texte extraordinaire sur le suffrage universel et sur les arguments du suffrage censitaire. Et moi j'ai entendu, ce que j'ai entendu, et je ne parle pas de vous madame, du tout, mais ce que j'ai entendu dans mon camp politique me faisait penser vraiment à ceux qui défendaient le suffrage censitaire. Le même raisonnement, les Français ne sont pas assez intelligents, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas évolués, ils ne vont pas voter sur la bonne chose. Non, je vous ai dit ça. Mais tout à l'heure, la manière dont vous le disiez, vous me faisiez penser à Valéry Giscard d'Estaing qui disait qu'il faut organiser un référendum si on est sûr que la réponse est le oui. Et donc, comment voulez-vous que il faut organiser un référendum quand on est sûr de gagner. Non, quand on est sûr que la question, qu'on répondra à la question qui est posée. Mais donc, moi j'ai... Et oui, et le problème des Madame, toutes les élections, vous pouvez prendre ce système, c'est exactement d'ailleurs l'argument qui était employé aussi pour le suffrage censitaire, vous pouvez prendre toutes les élections, bien évidemment dans toute élection, vous ne pouvez pas savoir pourquoi les gens automatiquement votent, il y a le climat, il y a l'ensemble, et dans toutes les élections c'est pareil. Donc cet argument-là que vous expliquez pour le référendum, il vaut pour toutes les élections, vous remettez en cause le suffrage universel, mais c'est pas profondément. Mais c'est pas vrai. Reprenez ce texte de Victor Hugo, vous serez convaincu, j'en suis sûr. Je relirai Victor Hugo, mais ça m'étonnerait que je sois convaincu par vos arguments. Il y a dans un référendum sur l'Europe, on répond, et moi je l'ai vécu avec Maastricht, on répond autant à la personne, sur la personne qui pose la question, que à la question qui est posée. Et vous ne pouvez pas l'éviter, tout simplement parce que les gens se déterminent pas seulement par rapport à l'Europe. Donc ça a beaucoup pesé, ça a beaucoup compté, et c'est pour ça que je persiste à dire que quand on a gagné une élection présidentielle, surtout quand on vient de la gagner, et qu'on pose soi-même la question, alors là, en effet, bon, non, mais d'accord, mais ça compte. Moi, je ne souhaitais pas qu'on... C'est vrai, ça compte. Je ne souhaite pas qu'on mélange les choses, et je pense que sur le projet de traité constitutionnel, même si les partisans du traité ont fait de grosses erreurs en mélangeant les institutions et l'Europe politique, je pense que le non est en grande partie dû à des gens qui ne voulaient pas voter pour Jacques Chirac.